L'ECG tout simplement. Voici un ensemble de diapositives pour se familiariser avec l'interprétation de l'électrocardiogramme. L'électrocardiogramme ou ECG correspond à l'enregistrement de l'activité électrique du cœur. Mais au fait, d'où vient cette activité? Elle provient des fibres myocardiques et elle suit les principes d'électrophysiologie que nous allons voir. Voici une fibre musculaire au repos. Le mouvement du potassium se fait vers l'intérieur de la cellule, celui du sodium vers l'extérieur. Ce gradient de concentration s'accompagne d'un gradient électromagnétique avec une différence de potentiel, ou DDP. Cette DDP peut être mesurée par un galvanomètre. Elle reste inchangée tant que la fibre est au repos et elle est schématisée en fonction du temps par une ligne horizontale. Lorsque la fibre est stimulée, les pompes sodium-potassium sont inhibées et il y a une inversion des flux. Le potassium quitte la cellule, le sodium entre. À la jonction zone au repos, zone stimulée, il se crée un véritable dipôle avec une activité électrique qui diffuse sous forme de champ. Ce dipôle se déplace en fonction du temps, au fur et à mesure que l'onde de stimulation ou dépolarisation se propage. Quelques millisecondes plus tard, l'onde de dépolarisation progresse. Si nous pouvions placer un œil, nous verrions un dipôle dont la borne positive se rapproche de nous. L'enregistrement galvanométrique est celui d'une onde positive. Et quelques millisecondes plus tard, la borne positive se rapproche encore plus. L'amplitude de l'onde enregistrée augmente et quelques millisecondes plus tard, l'ensemble de la fibre est dépolarisé, il n'y a plus de dipôle. On enregistre alors un retour rapide à la ligne de base. Si on place maintenant le galvanomètre sur le côté latéral de la fibre, le dipôle approche, il engendre l'onde positive. Quelques millisecondes plus tard, en arrivant à hauteur du galvanomètre, le dipôle augmente d'amplitude. Ensuite, il s'éloigne. L'onde devient alors négative. Quelques millisecondes plus tard, la fibre est totalement dépolarisée. L'onde revient à la ligne de base. En se plaçant à l'arrière du dipôle, celui-ci s'éloigne et l'onde est négative. Quelques millisecondes plus tard, la fibre est totalement dépolarisée avec l'onde qui retourne à la ligne de base. Imaginons une multitude de fibres, soit une multitude de dipôles. Ils s'activent différemment dans le temps et l'espace. L'activité électrique du cœur est un ensemble de dipôles différents dans le temps et l'espace. Alors, comment résumer l'activité de cette multitude de dipôles en une seule ligne ou en 3 lettres?
c'est ECG. Il y a 100 ans, Einthoven réalisait le premier ECG en enregistrant l'activité électrique du cœur au niveau des membres. Les trois dérivations équidistantes forment le triangle d'Einthoven. À partir de la borne centrale de Wilson, on peut tracer les trois vecteurs principaux. Trois autres vecteurs sont reconstruits à partir de AVL, AVF et AVR. AVL moins AVR représente D1. AVF moins AVR représente D2. Et enfin, AVF moins AVL représente D3. Le double triaxe de Bailey est ainsi constitué. Le double triaxe quadrille le cœur avec un axe toutes les 30 secondes. Alors, comment se résume l'activité de la multitude de dipôles? En 3 étapes, correspondant à 3 vecteurs. Premièrement, le vecteur d'activation auriculaire ou onde P. Deuxièmement, vecteur d'activation septale qui correspond au début du complexe QRS. Et troisièmement, vecteur d'activation ventriculaire correspondant à la fin du complexe QRS et qui est en fait le vecteur somme ventricule gauche plus ventricule droit. Le troisième vecteur représente l'axe de QRS ou tout simplement l'axe du cœur. Connaître la valeur de l'axe du cœur est primordial pour une bonne interprétation de l'ECG. Dans le cas d'un axe normal, en plaçant un œil en D2, l'activation auriculaire ou onde P et l'activation ventriculaire QRS ont toutes les deux un vecteur qui se rapproche de D2. P et QRS devraient être donc positives en D2. Voyons voir. En D2, P et QRS sont effectivement positives. En plaçant l'œil en AVR, on verrait ces mêmes vecteurs s'éloigner. Donc en AVR, P et QRS devraient être négatifs. En AVR, P et QRS sont... Voici les dérivations précordiales de V1 à V6. Et voici les différents complexes et leur durée. L'onde P, l'onde Q, le complexe QRS, l'espace PR, l'espace QT, Avant de se lancer dans l'interprétation, voyons quelques pièges qui peuvent perturber ou carrément empêcher la lecture de l'ECG. Quel est votre diagnostic? On serait tenté de dire bradycardie sévère qui pourrait nous alarmer si l'on ne fait pas attention à l'étalonnage. Il est de 10 mm de largeur. Il témoigne d'une vitesse de déroulement du papier de 50 mm par seconde. Voici le CG du même patient enregistré avec une vitesse à 25 mm par seconde, qui est la vitesse normale, et l'étalonnage est de 5 mm de largeur. Second piège.
Les ondes P ne sont pas visibles du fait d'un parasitage musculaire. Cet autre parasitage, caractérisé par son homogénéité et sa régularité, est d'origine sectorielle. Devinez le troisième piège. Onde P négative en D1. Ceci ne se voit que dans le rarissime situs inversus, mais malheureusement plus fréquemment lorsqu'il y a inversion des fils, lors de l'enregistrement de l'électrocardiogramme. Voici un patient dont les fils ont été placés correctement. Donc les trois pièges à éviter: étalonnage qui peut perturber l'interprétation de la fréquence cardiaque, parasitage qui perturbe l'analyse de l'onde P et l'inversion des fils. On fera les trois vérifications suivantes, donc étalonnage, absence de parasitage et positivité de l'onde P en D1. Ces vérifications faites, passons à l'analyse de l'électrocardiogramme. Premièrement, calcul de la fréquence cardiaque, des espaces pairs. Pour calculer la fréquence cardiaque, il suffit de diviser 300 par le nombre de carreaux. Dans cet exemple, 300 divisé par 6. Si l'on veut être précis, c'est 300 divisé par 5,8. L'utilisation de la règle à calcul permet d'éviter le calcul mental, surtout s'il faut diviser par 5,8 carreaux et non 6. Dans cet exemple, la fréquence cardiaque est 53 cycles par minute. Le QT idéal pour une fréquence cardiaque de 53 par minute est de 41 centièmes de seconde. Quelle est la valeur réelle du QT, c'est-à-dire le QT calculé? Du début de l'onde Q à la fin de l'onde T, eh bien, 44 centièmes de seconde. Le PR est de 20 centièmes de seconde. L'analyse de l'ECG nous donne comme rapport fréquence cardiaque 53 par minute, PR 20 centièmes de seconde, QT 44 centièmes de seconde. En cas de rythme irrégulier, la fréquence cardiaque est calculée sur une moyenne de 4 à 5 cycles. Deuxièmement, le rythme cardiaque. Et deux questions vont se poser. Est-ce qu'il est régulier ou irrégulier? Et deuxièmement, est-ce qu'il est sinusal ou non sinusal? Les espaces RR sont équidistants. Il s'agit donc d'un rythme régulier. Toutes les ondes P sont suivies de QRS et tous les QRS sont précédés d'ondes P. Le rythme est donc sinusal. Le rythme est irrégulier. Il n'est pas sinusal du fait de l'absence d'onde P. Le rythme est irrégulier et il est sinusal. Troisièmement, calcul de l'axe du cœur. Il faut choisir la dérivation où le QRS a la plus petite amplitude entre D1, D2, D3, AVR, AVL et AVF.
Dans quelle dérivation le QRS est nul? En D1. Si la projection de l'axe du cœur en D1 est nulle, c'est que l'axe est perpendiculaire à D1. C'est-à-dire qu'il est en AVF ou à l'opposé de AVF. Donc, la question qui se pose, AVF est-il positif ou négatif? AVF est positif, l'axe du cœur est à plus 90 degrés. Si le QRS ne s'annule nulle part, comme dans cet exemple, on recherche la dérivation où le QRS a la plus petite valeur. Dans cet exemple, c'est AVF. Si AVF était strictement nul, alors l'axe de QRS serait en D1. En réalité, AVF est légèrement positive et D3 est légèrement négative. Nous reprenons. AVF est légèrement positif, D3 est légèrement négative. Le véritable zéro est situé entre AVF et D3. Sa perpendiculaire est à plus 15 degrés. L'axe du cœur dans cet exemple est à plus 15 degrés. Analyse de l'ECG, fréquence cardiaque, espace PR, espace QT, axe de QRS. Interprétation de l'axe du cœur. La valeur d'un axe de QRS normal est compris entre 0 et plus 90 degrés. Au-delà de plus 90 degrés, l'axe est hyperdroit. Pour une valeur inférieure à 0 degré, l'axe est hypergauche. Axe de QRS normal est donc entre 0 et plus 90 degrés. Axe négatif est hypergauche. Axe positif supérieur à 90 degrés est hyperdroit. Donc, nous allons voir l'axe hypergauche. Voici un exemple. Le vecteur activation ventriculaire est dévié vers la gauche. L'axe est négatif. Calculons l'axe. Le QRS s'annule en AVR. Le QRS s'annule en AVR, donc l'axe de QRS est en D3 ou à l'opposé de D3. D3 est négatif, dont l'axe est à l'opposé de D3. L'axe du cœur est égal à moins 60 degrés. Alors, quelle est la principale explication à une déviation axiale gauche comme dans ce cas-là? Une nécrose inférieure. Aucune activité électrique dans la région postéro-inférieure. La dépolarisation se fait de la partie inférieure vers la partie latérale, responsable d'une déviation axiale gauche. Lorsque l'axe du cœur est dévié à gauche, toujours rechercher la présence d'ondes Q de nécrose dans le territoire inférieur
c'est-à-dire dans les dérivations D2, D3 et AVF. Dans notre exemple, y a-t-il des ondes Q de nécrose inférieures? Effectivement, il y a un infarctus du myocarde dans le territoire inférieur qui est responsable de la déviation axiale vers la gauche. Voici un second exemple d'axe hypergauche. L'étiologie n'est pas l'infarctus inférieur. Il n'y a pas d'onde Q en D2, D3 et AVF. L'aspect petit r, grand S en D3 et les ondes S profondes en V5, V6 sont évocateurs d'un hémibloc antéro supérieur gauche. Donc les étiologies de l'axe hypergauche, d'abord infarctus du myocarde inférieur, ensuite hémibloc antéro supérieur gauche, ou parfois hyperkaliémie, ou encore syndrome de Wolff-Parkinson. Axe hyperdroit. En cas d'hypertrophie ventriculaire droite, le muscle ventriculaire droit est épaissi. Le vecteur d'activation ventriculaire droit augmente d'amplitude et il est dévié à droite, ainsi que le vecteur somme des deux ventriculaires qui est également dévié à droite. Autre exemple de déviation axiale droite, avec un axe hyperdroit, en présence d'ondes S profondes en V5, V6, on évoque l'hémibloc postéro-inférieur gauche. Donc les étiologies de l'axe hyperdroit, d'abord hypertrophie du ventricule droit, ensuite infarctus du myocarde latéral, ou encore tamponnade péricardique, ou hémibloc postéro-inférieur droit. Fin de la première partie. Le CG tout simplement, seconde partie, les hypertrophies cavitaires, les blocs de branches et les troubles de repolarisation. L'onde P. L'onde P est positive en D2, D3, AVF et elle est négative en AVR. L'aspect de P en précordiale droite, c'est-à-dire V1, V2, il y a activation de l'oreillette droite qui précède dans le temps l'activation de l'oreillette gauche. Le vecteur OD en V1 est positif puisqu'il se rapproche de V1, il s'inscrit sur le CG comme une première positivité. L'activation de l'oreillette gauche vient ensuite, son vecteur s'éloigne de V1 et s'inscrit sur le CG comme une négativité. Ensuite vient l'activation septale de la gauche vers la droite, donc s'inscrivant comme une positivité en V1. Ensuite, l'activation des deux ventricules, en même temps qui est responsable d'une grande négativité en V1. On retient que P est positive en D1 et biphasique en V1. P est positive en D1 et biphasique en V1. L'onde P de l'hypertrophie auriculaire droite ou HAD. Dans l'hypertrophie auriculaire droite, eh bien, le vecteur OD est plus ample et plus dévié vers la droite
P est ample en V1. Dans l'HAD, P est ample en V1 et en D2. P est supérieur à 2 mm en hauteur, c'est une HAD, hypertrophie de l'oreillette droite. Étiologie des HAD, toute pathologie qui augmente la pression dans l'OD. Cœur pulmonaire chronique, insuffisance cardiaque, globale ou droite, rétrécissement mitral, rétrécissement tricuspide ou encore HTAP. L'onde P de l'hypertrophie auriculaire gauche ou HAG. Dans l'hypertrophie de l'oreillette gauche, le vecteur OG est plus ample. Sur le CG, la composante négative de P est très ample. En V1, la surface négative de P est supérieure à la surface positive. La composante négative de P est très ample. C'est un exemple d'hypertrophie auriculaire gauche importante. En cas d'HAG, en D2, le vecteur OD est responsable d'une première dépolarisation, vient ensuite le vecteur OG, responsable d'une deuxième dépolarisation. C'est l'aspect de P bifide en D2. Exemple d'hypertrophie bi-auriculaire avec une onde P qui, en D2, est supérieure à 2 mm en largeur et supérieure à 2 mm en hauteur. Étiologie des HAG, toute pathologie qui augmente la pression dans l'OG. Rétrécissement mitral, cardiopathie hypertensive, insuffisance cardiaque gauche ou globale et cardiomyopathie hypertrophique. Absence de l'onde P, arythmie complète par fibrillation auriculaire, ACFA. Exemple où l'onde P est absente, elle est remplacée par un aspect en dents de scie irrégulière, bien visible en V1. C'est l'aspect de fibrilloflûteur. L'onde Q. L'onde Q signifie l'infarctus, ce qu'on appelle l'onde Q de nécrose. Elle apparaît dès les premières heures et persiste, et elle renseigne sur la topographie de l'infarctus. D'autres étiologies des ondes Q amples et larges en dehors de l'infarctus du myocarde, c'est l'onde Q positionnelle ou en rapport avec une cardiomyopathie, un Wolff-Parkinson-White, un bloc de branche, un hémibloc, une hypertrophie ventriculaire droite ou un cœur pulmonaire chronique. La systématisation des ondes Q dans les différents territoires. Lorsqu'il y a un infarctus inférieur, c'est D2, D3 et AVF. Donc ici, des ondes Q en D2, D3 et AVF, exemple d'infarctus inférieur. La nécrose latérale donne des ondes Q en D1 et AVL. La nécrose antéroseptale avec des ondes Q en V1, V2, V3. La nécrose antérolatérale avec des ondes Q en V4, V5, V6.
et la nécrose antérieure étendue avec des ondes Q de V1 jusqu'en V6. Exemple d'un infarctus antéroseptal avec des ondes Q en V1, V2, V3. Sur cet électron, on note la présence d'ondes Q en V1, V2, V3, mais aussi en V4, V5, V6. C'est l'aspect d'un infarctus antérieur étendu. Le complexe QRS. Le complexe QRS normal en V1, l'activation septale s'inscrit comme une positivité, l'activation ventriculaire gauche comme une négativité. En fait, il s'agit de l'activation ventriculaire gauche plus ventriculaire droite et qui est représentée par le vecteur somme des deux ventricules et s'inscrit comme une grande négativité car le vecteur somme fuit V1. En V6, l'activation septale fuit V6 et s'inscrit comme une petite négativité. L'activation ventriculaire s'approche de V6 et s'inscrit comme une grande positivité. Le complexe QRS, les blocs de branche. Le bloc de branche droit. La conduction dans le ventricule droit se comporte comme en présence d'une section de la branche droite du faisceau de His. L'activation septale se fait normalement de la droite, de la gauche vers la droite, et elle est représentée par une petite onde R. Ensuite, c'est l'activation ventriculaire gauche qui s'inscrit en onde S en V1. Enfin a lieu l'activation ventriculaire droite, retardée à cause du bloc de branche. Elle se fait à travers le tissu musculaire et non le tissu nodal. Le vecteur se rapproche de V1. Elle est positive en V1. C'est le classique aspect RS'' en V1. En V5 et V6, l'activation septale apparaît comme une onde Q. Puis l'activation ventricule gauche comme une onde R. Et enfin, l'activation retardée du ventricule droit qui emprunte une voie lente apparaît comme une onde S large. Nous voyons ici l'aspect RS'', le trouble de repolarisation et les ondes S larges en V5 et D1. C'est l'aspect du bloc de branche droit. Bloc de branche droit, diagnostic. Élargissement du QRS supérieur à 8 centièmes de seconde. Aspect RS'' en V1. Les ondes S larges en V5, V6 et D1. Et enfin, trouble de repolarisation en V1 et V2. Bloc de branche droit, les étiologies. Cœur pulmonaire chronique, HTAP, rétrécissement mitral, sténose pulmonaire, embolie pulmonaire,
Infarctus du ventricule droit. Dans le bloc de branche gauche, la conduction ventriculaire se comporte comme en présence d'une section de la branche gauche. L'activation septale ne peut avoir lieu normalement, elle se fait en sens inverse. Donc en V1, on note la présence d'une onde Q qui est l'activation septale. Le ventricule droit est activé par la suite, onde R, et enfin le VG est activé par voie lente, onde S, c'est l'aspect en W ou parfois en QS. En V6, l'activation septale est positive, onde R, suivie de l'activation VD avec une onde négative, S, et enfin l'activation VG positive, c'est l'aspect en M ou parfois en plateau. QS en V1 et M en V6, c'est un aspect de bloc de branche gauche complet. Bloc de branche gauche, diagnostic. Élargissement du QRS supérieur à 8 centièmes de seconde, aspect en W ou QS en V1, aspect en M en V6 avec disparition de l'onde Q, et trouble de repolarisation en V6. Bloc de branche gauche, étiologie, rétrécissement aortique, cardiomyopathie et cardiopathie hypertensive. Le complexe QRS, l'hypertrophie ventriculaire gauche. En précordial gauche, en cas d'HVG, le vecteur VG est plus ample. Donc, le vecteur somme ventriculaire est plus ample et plus dévié à gauche. En V1, on voit fuir le vecteur somme ventriculaire qui se manifeste donc par une onde S profonde. En V6, par une onde R ample. L'axe est ici horizontal en D1, en cas d'hypertrophie ventriculaire gauche. L'onde R est ample en D1 et V5, V6, et l'onde S est profonde en V1, V2. Le diagnostic ECG de l'HVG, premièrement axe de QRS horizontal autour de 0, deuxièmement onde R supérieure à 20 mm en D1, V5 ou V6, troisièmement onde S en V1 ou V2 supérieure à 20 mm, quatrièmement indice de Sokolov supérieur à 30, R en V5 plus S en V1, cinquièmement trouble de repolarisation en D1, D2 et V5, V6. L'hypertrophie ventriculaire gauche, les étiologies, rétrécissement aortique, cardiopathie hypertensive, cardiomyopathie hypertensive. Le complexe QRS, l'hypertrophie ventriculaire droite ou HVD. Dans l'HVD, le vecteur VD
est plus ample et dévié à droite, le vecteur somme est également dévié à droite. En cas d'HVD, l'axe de QRS est hyperdroit. En précordial, en cas d'HVD, l'onde R est plus ample que l'onde S et l'on a un rapport R sur S supérieur à 1 en V1. R sur S est supérieur à 1 en V1, bloc de branche droit, trouble de repolarisation, S profonde en V5, V6, c'est une HVD. Diagnostic ECG de l'HVD. Premièrement, axe de QRS dévié à droite. Deuxièmement, R sur S supérieur à 1 en V1. Troisièmement, bloc de branche droit. Quatrièmement, S profonde en V5, V6. Cinquièmement, trouble de repolarisation de V1 à V3. L'hypertrophie ventriculaire droite, les étiologies, rétrécissement pulmonaire, rétrécissement mitral, hypertension artérielle pulmonaire, cardiopathie congénitale, segment ST et l'onde T, troubles de la repolarisation qui sont primaires ou secondaires. Les troubles de repolarisation primaires, c'est la maladie coronaire. Les troubles de repolarisation secondaires sont en rapport avec l'hypertension artérielle ou l'anémie, tachycardie, valvulopathie, médication, bloc de branche ou encore épanchement péricardique. Voici en V2 un segment ST normal. Voici en V5 un segment ST sous-décalé. Il s'agit d'une lésion sous-endocardique. Autre exemple de lésion sous-endocardique en V4, V5, V6 sous-décalage important du segment ST. Sous-décalage de ST, les étiologies, d'abord langor ou angine de poitrine, avec une lésion sous-endocardique. Deuxièmement, infarctus sous-endocardique, surtout quand la lésion persiste dans le temps. Maintenant, sus-décalage du segment ST, c'est la lésion sous-épicardique. Et l'on constate un sus-décalage en D3, mais aussi en AVF, évoquant en premier lieu l'infarctus du myocarde au stade initial dans ses premières heures. Ici, il s'agit d'un infarctus dans le territoire inférieur avec une image en miroir dans le territoire latéral haut en D1 et AVL. Dans l'infarctus du myocarde, l'onde Q, le segment ST et l'onde T ont un aspect sur l'ECG qui évolue dans le temps. 3 à 6 heures après le début de l'infarctus, les trois complexes tendent à descendre, l'onde Q se creuse, le segment ST n'est plus sus-décalé et l'onde T se négative. Voici l'ECG du même patient au 3e jour. On note l'aspect en D3 qui montre bien que l'onde Q s'est creusée, que le segment ST n'est plus sus-décalé et que l'onde T s'est négativée. Ceci est l'aspect d'un infarctus semi-récent. Les étiologies du sus-décalage de ST
d'abord l'infarctus au stade initial, ensuite l'angor de Prinzmetal avec une lésion sous-épicardique, ensuite anévrisme post-infarctus, surtout lorsque le sus-décalage persiste avec le temps, et enfin myocardite ou péricardite. Au lieu d'une onde T positive, on peut parfois constater des ondes T amples et symétriques. Ischémie sous-épicardique lorsque l'onde T est négative, ischémie sous-endocardique lorsque l'onde T est ample, symétrique et positive. Parfois, les ondes T amples et symétriques sont en rapport avec des troubles de repolarisation secondaire ou sont rencontrés chez des patients neurotoniques ou en hyperkaliémie. Exemple d'onde T ample et symétrique en V5-V6 avec une ischémie sous-épicardique puisque l'onde T est négative, ou encore trouble de repolarisation secondaire en rapport avec l'HVG puisque l'on constate la présence d'onde R très ample en V5-V6 témoignant d'une hypertrophie ventriculaire gauche. Les ondes T plates peuvent être en rapport avec une hypokaliémie, une névrose cardiaque ou certaines médications. Voici un exemple d'onde T plate. Voici un espace QT normal qui se calcule du début de l'onde Q jusqu'à la fin de l'onde T. L'allongement du QT peut être dû à une hypokaliémie, hypocalcémie ou encore à la prise de médicaments tels que la quinidine, les neuroleptiques ou l'amiodarone. L'allongement du QT peut être en rapport avec un accident vasculaire cérébral, ischémie myocardique ou encore syndrome du QT long congénital. Le QT court est en rapport avec une hyperkaliémie ou la prise de digitalique. Fin de la seconde partie. Le CG tout simplement, troisième partie, les troubles de conduction AV et les troubles du rythme. Espace PR. Les blocs auriculoventriculaires ou BAV. Voici un exemple où le PR est allongé mais garde toujours la même valeur, 36 centièmes de seconde. Il s'agit d'un bloc auriculoventriculaire du premier degré. Voici un allongement progressif du PR jusqu'à blocage auriculoventriculaire, c'est-à-dire onde P sans complexe QRS. Il s'agit d'un BAV du deuxième degré de type 1 de Movitz. Voici ici un PR allongé de façon intermittente et régulière, la conduction se faisant une fois sur 2 ou une fois sur 3 ou même sur 4. Il s'agit d'un BAV du deuxième degré de type 2 de Movitz. Ici, les ondes P ont une fréquence régulière à 100 par minute. C'est une activité auriculaire à 100 par minute, alors que les complexes QRS ont une fréquence fixe à 30 par minute. Le QRS est large et il y a ce qu'on appelle une dissociation entre les deux activités, l'activité auriculaire et ventriculaire.
Il s'agit d'un bloc auriculoventriculaire du 3e degré. Les étiologies des blocs auriculoventriculaires ou BAV, infarctus du myocarde, rhumatisme articulaire aigu, maladies infectieuses comme l'endocardite infectieuse, des causes médicamenteuses comme l'intoxication digitalique, la prise de bêta-bloquants ou de quinidine, mais aussi, comme étiologie, la cause métabolique, la chirurgie à cœur ouvert dans ses suites, les cardiopathies congénitales, les cardiomyopathies, les maladies de système, et en dernier lieu, une cause fréquente, c'est l'atteinte dégénérative. Le syndrome du père court, qui peut être en rapport avec le syndrome de Wolff-Parkinson. Voici un exemple de père court. Avec un PR inférieur à 12 centièmes de seconde. Un exemple de PR court avec un empattement de l'onde R qui évoque un syndrome de Wolff-Parkinson. Les troubles du rythme, les complexes prématurés ou extrasystoles. Présence d'un complexe prématuré et fin correspond à une extrasystole supraventriculaire. La présence d'un complexe prématuré et large correspond à une extrasystole ventriculaire. Les complexes prématurés ou extrasystoles auriculaires, ESA. Les étiologies, c'est la valvulopathie mitrale, prolapsus de la valve mitrale, cardiomyopathie, infarctus du myocarde, maladie coronaire, troubles métaboliques, cœur pulmonaire chronique, hyperthyroïdie ou encore maladie de l'oreillette. Voici un exemple d'une extrasystole auriculaire. Ceci est un exemple d'extrasystole auriculaire survenant après chaque complexe normal. Il s'agit d'extrasystole auriculaire bigéminée. Les complexes prématurés ou extrasystoles ventriculaires, les étiologies des ESV, valvulopathie aortique, prolapsus de la valve mitrale, cardiomyopathie, infarctus du myocarde, troubles métaboliques, intoxication digitalique, maladie coronaire, cœur pulmonaire chronique, dysplasie arythmogène du ventricule droit et enfin extrasystole ventriculaire bénigne du VD. Le diagnostic positif des extrasystoles ventriculaires, c'est le complexe prématuré avec un QRS large, supérieur à 8 centièmes de seconde et une repolarisation hétérogène. Les caractéristiques des ESV se font selon la morphologie, retard gauche ou droit, étente de couplage avec l'espace R, R'. Voici un exemple d'extrasystole ventriculaire avec un retard gauche, puisqu'il y a la forme de bloc de branche gauche et cette extrasystole ventriculaire gauche a un axe hyperdroit. Voici un exemple d'extrasystole ventriculaire avec un retard droit, puisqu'il y a un aspect de bloc de branche droit.
Ici, nous avons un complexe large suivi d'un complexe fin. C'est l'aspect d'extrasystole ventriculaire bigéminé. Un complexe large suivi de deux complexes fins, c'est l'aspect d'extrasystole ventriculaire trigéminé. Un complexe large suivi de trois complexes fins, c'est l'aspect d'extrasystole ventriculaire quadrigéminé. Les tachycardies. Alors, deux choses importantes. Est-ce que les complexes sont fins ou larges? Est-ce que le rythme est régulier ou non? Les complexes fins avec un rythme régulier, il s'agit de tachycardie supraventriculaire qui peut être sinusale, auriculaire ou jonctionnelle. Tachycardie à complexe fin et régulier, c'est une tachycardie supraventriculaire ou TSV. Tachycardie à complexe fin et irrégulier, c'est une tachyarythmie avec absence d'onde P. Complexe large et rythme régulier, il s'agit de tachycardie ventriculaire ou parfois de tachycardie supraventriculaire sur bloc de branche ou tachycardie supraventriculaire en présence d'un Wolff-Parkinson-White antérograde. Voici un exemple de tachycardie ventriculaire à complexe large. Ici, c'est une fibrillation ventriculaire qui constitue un trouble du rythme souvent fatal. Ici, c'est une torsade de pointe, trouble du rythme grave, rencontré lors d'hypokaliémie ou après prise de certains médicaments. Les bradycardies. Voici une bradycardie sinusale et régulière. Ici, raccourcissement progressif des espaces RR qui correspond à un bloc sino-auriculaire. Autre exemple de bloc sino-auriculaire. Ici, on constate la présence de spikes de stimulation. C'est un rythme électro-entraîné chez les porteurs de pacemaker. Voici quelques exemples d'électrocardiogramme. L'axe du cœur. Alors, dans cet exemple-là, l'axe de QRS est indéterminé. Autre exemple. Eh bien, bloc de branche droit et hémibloc antéro-supérieur gauche. Autre exemple. Axe hypergauche, tachyarythmie, hypertrophie ventriculaire droite et infarctus inférieur. Autre exemple. Sous-décalage de ST descendant en V4, V5 et V6 qui doit faire suspecter une maladie coronaire. Rythme électro-entraîné, mais la particularité ici, c'est un défaut de stimulation. Nous voyons au bout des flèches des spikes qui ne conduisent pas, qui n'aboutissent pas à l'activation ventriculaire.
Et maintenant, à vous de continuer avec vos ECG personnels. Bon courage pour interpréter tous les complexes sans aucun complexe. Merci.